Nous, la question qu'on pose tout simplement aux acteurs de l'agroalimentaire, c'est est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité à votre client, à votre consommateur? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans cette relation-là de confiance? Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Chères auditrices et auditeurs, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année à venir, qu'elle vous soit douce et heureuse. Pour débuter cette nouvelle année, je vous présente un épisode consacré à la transparence dans le secteur agroalimentaire. Le mois de janvier est généralement associé à la prise de bonnes résolutions ou bonnes intentions pour l'année à venir et l'alimentation en fait souvent partie. Saviez-vous que nous ingérons en moyenne plus de 4 kg d'additifs par an et que 330 additifs sont autorisés par la réglementation européenne? Tels sont les chiffres que j'ai découverts en préparant cet épisode. Pour en discuter, je reçois Sébastien et David. Ils sont à l'initiative du collectif En Vérité, qui prône la transparence alimentaire et milite pour que nous ayons, nous, consommatrices et consommateurs, une parfaite connaissance et maîtrise des ingrédients et des aliments que nous ingérons au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour David. Bonjour Seb, enchanté. Bonjour Jeanne. On va commencer tout de suite avec des présentations pour ensuite parler du collectif En Vérité qui sera vraiment la thématique de notre épisode du jour. Bien, je me lance alors. Eh bien oui. C'est parti. Donc Sébastien Loctin, je suis entrepreneur, je suis le fondateur de BioFuture, je suis papa également, je suis papa de 2 grands enfants maintenant. Je dis ça pourquoi ? Parce que je crois que c'est important de se repositionner, non pas qu'à travers une carrière professionnelle. Moi, mes enfants ont beaucoup compté, en tout cas m'ont aidé à avancer sur le chemin que j'ai décidé de prendre. Et c'est un chemin qui est lié à l'alimentaire, puisque tous mes grands-parents étaient paysans, sauf un qui était chef pâtissier traiteur, d'ailleurs chef pâtissier du paquebot Normandie quand même. Donc j'ai grandi à Lyon, qui est une ville où on mange bien. Donc voilà, donc j'étais naturellement attiré par l'alimentation avec un regard porté sur l'alimentation qui est un peu sacré, donc qui nourrit, qui crée de l'emploi, des produits de proximité. Et puis j'ai fait ma carrière donc dans des grands groupes d'abord, notamment chez Le Sueur, chez Rémi Cointreau, Rémi Martin, puis en négoce avant de monter ma société il y a une dizaine d'années qui s'appelle BioFuture, avec comme souhait de mettre en marché, de revisiter les produits de notre quotidien, mais avec un cahier des charges qui est exigeant, mais en même temps que je trouve assez fabuleux, c'est-à-dire en privilégiant une agriculture française, une agriculture biologique, en bannissant les additifs et puis en travaillant évidemment tous les paramètres du goût. Voilà. Donc je suis un quinquas souriant, passionné d'alimentation et désireux, entre guillemets, d'avoir un impact positif sur cette planète pour que mes enfants n'aillent pas cracher sur ma tombe dans 30 ans. C'est un bon projet. Et toi, David ? Eh bien, je suis un quinquas heureux aussi. J'ai commencé ma carrière aussi dans la grande conso. J'ai rencontré Seb chez Le Sueur. J'y ai passé un petit peu plus de 10 ans après Danone et 7 ans à la direction du marketing stratégique de Fleury Michon. Et j'ai utilisé en fait le marketing dans ces 2 expériences, Le Sueur et Fleury Michon, pour transformer l'offre de l'intérieur en intégrant les sujets RSE et en embarquant les consommateurs sur cette base-là. J'ai vu à quel point c'était enthousiasmant d'abord pour les équipes de faire différemment, et quand il y a un succès économique derrière, ça embarque tout le monde et ça donne de l'énergie à l'entreprise pour accélérer sa transformation. Et il y a 2 ans, je me suis dit comment je peux faire plusieurs Fleury Michon en même temps, et j'ai créé effectivement une structure de conseil qui s'appelle Transformation Positive pour accélérer ces transformations, pour accompagner des équipes de manière très concrète, depuis l'idée et en particulier la raison d'être, parce qu'on doit savoir vraiment d'où on part pour pouvoir cheminer, et en allant sur la transformation par le marketing et la communication. Je fais ça avec beaucoup de bonheur depuis 2 ans, ça fonctionne super bien. J'ai une vision du coup un petit peu déformée parce que j'ai l'impression que tout le monde agit, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais les clients que j'accompagne sont très volontaires. Et puis j'ai eu aussi, avec ce changement, eu la chance de commencer à enseigner d'abord à l'ISC Paris et puis à Sciences Po. Et je vois des étudiants qui sont en master et qui ont vraiment envie d'avancer sur ces sujets. Et ça aussi, ça me donne énormément d'énergie.
Et puis juste pour terminer, en 2012, j'ai été élu personnalité marketing de l'année quand j'étais chez Le Sieur, et je me suis servi de cette petite notoriété pour créer une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, avec l'ADEME et puis toute une série d'associations et de partenaires. Et chaque année, on remet, on décerne un palmarès de boîtes qui ont effectivement pris les sujets de l'engagement, de l'impact, et qui ont obtenu des succès économiques. Et la cérémonie a eu lieu hier, et c'était un super moment parce qu'on a vu des entrepreneurs, des entreprises mobilisées et qui sont en train de changer les choses. Et vous êtes au micro tous les deux aujourd'hui parce que vous faites partie du collectif En Vérité, un collectif qui réclame plus de transparence dans le monde agroalimentaire. Avant qu'on aille vraiment sur des définitions, parce que j'aimerais que ce soit assez clair pour les auditeurs et les auditrices, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler du collectif et nous présenter aussi ses ambitions et la volonté qui en résulte? Le collectif, il est déjà parti d'un constat, d'une intention. En fait, il est parti même d'une anecdote. On était avec David chez des amis pour déjeuner. Nous, en tant qu'experts de l'agro, c'est vrai qu'on est exigeant, on a le sentiment d'être bien informés globalement, parce qu'on arrive à décoder les choses, parce qu'on est dans ce milieu-là. Donc on a une forme d'illusion que tout va bien et qu'on a l'info disponible. Et puis en allant déjeuner chez des amis, sachant qu'on est un peu exigeant, évidemment ils sont vigilants également, quand ils nous reçoivent, on est un peu chiant. Et on passe un déjeuner très sympa, et au moment du dessert, la personne nous sert une orange, ce qui est sur le papier assez anodin, plutôt sain. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de lui demander l'étiquette du filet. Et là, en scrutant tout petit sur l'étiquette au dos, il y avait écrit, l'origine Espagne, c'est pas un point, mais il y avait toute une petite liste de noms chimiques, donc pesticides, etc., avec traitement à la cire en plus, etc., en microscopique au dos de l'étiquette. Et donc, du coup, je passe mon tour sur l'orange, et notre ami, très spontanément, mais comme un cri du cœur, nous dit « Mais je suis vraiment désolé, si j'avais su, je ne les aurais pas achetés. » Et en fait, c'est parti de là. On s'est dit, il y a un biais, c'est qu'en fait, il y a des consommateurs qui cherchent à bien faire, mais qui n'ont pas toujours l'information, ou elle n'est pas toujours lisible, elle n'est pas toujours accessible. Et finalement, en voulant bien faire, ils voulaient vraiment nous faire plaisir, en voulant bien faire, ils se trompent. Et en se trompant, finalement, ils génèrent un impact qui n'est pas du tout celui qu'ils souhaitaient. Donc, en repartant de ce déjeuner, on s'est dit, ça nous a beaucoup tarabusté. Et puis, on s'est dit, tiens... Il y a un sujet quand même, on est peut-être dans une tour d'ivoire à croire que nous on sait, mais la réalité c'est que les Français ne savent pas. Les Français ne savent pas ce qu'ils mangent. Et dans une société civilisée qui se dit moderne, c'est quand même assez fou qu'on nous ait un peu volé le droit de savoir ce qu'on mange. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut corriger ça, et on a trouvé assez, peut-être dire angélique ou naïf, de se dire tiens, et si c'était pour une fois les marques, nous les marques, les premiers responsables, les metteurs en marché, c'est-à-dire ceux qui allons prendre l'argent du consommateur pour le nourrir, et si c'est nous qui finalement réclamions un exercice de transparence et réclamions aux législateurs un cadre beaucoup plus clair qui permette aux Français, en un coup d'œil, devant un rayon, sans être détective privé ou expert en alimentaire, en un coup d'œil, de comprendre ce qu'ils vont acheter, sur des critères très simples qui sont d'où ça vient, est-ce que c'est bon pour ma santé, est-ce qu'il y a des additifs, est-ce que c'est en train de flinguer ma planète ou pas. Donc des sujets très simples, des attentes très simples, mais qu'il fallait adresser de manière lisible et compréhensible et de manière homogène, de façon à ce qu'on parle tous sur les emballages de la même manière. Voilà un peu comment est partie l'idée. Parce qu'aujourd'hui, juste pour bien comprendre, le cadre législatif, quel est-il ? Qu'est-ce qui est obligatoire ? Tu le disais, c'était écrit en microscopique, donc ça veut dire qu'on doit l'écrire, mais que les entreprises qui mettent sur le marché ces produits volontairement l'écrivent en tout petit. Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de législation, effectivement, mais dans la plupart des cas, la façon dont ça se termine, c'est effectivement... prendre les valeurs nutritionnelles, par exemple, sur un emballage. Si tu n'as pas fait Bac+12, pour décrypter un tableau nutritionnel, c'est extrêmement compliqué. Donc, quand le Nutri-Score est arrivé, qui a été une initiative portée par le gouvernement pour simplifier la lecture et la compréhension, d'un seul coup, un sujet qui était effectivement présent sur les emballages, mais de manière totalement incompréhensible, est devenu une information qui facilitait la décision. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce type d'informations qui correspondent, comme disait Seb, vraiment aux attentes fondamentales des gens, c'est-à-dire ils veulent savoir d'où vient ce qu'ils mangent, par qui ça a été fait, dans quelles conditions, et si la recette qui est amenée au produit est pas, est naturelle et pas avec des produits qu'ils n'ont pas dans leur placard. Ça, c'est vraiment les attentes répétées des clients. Sauf que quand on achète des produits, il y a un certain nombre de marques qui mettent en avant des labels, il y a un certain nombre d'informations obligatoires, mais pour, en un coup d'œil, avoir accès à cette information qui est décisive pour à la fois sa santé et puis
les revenus des agriculteurs et puis simplement la capacité de continuer à produire des produits de qualité en France, on n'a pas accès à ces informations. Et nous, on fait le pari de l'intelligence des gens en disant quand ils ont accès à l'information, ils changent. On l'a vu avec Nutri-Score que quand il est sorti, il y a une majorité de clients qui choisissaient mieux les produits A et B, un peu aussi les produits D, ce qui est très intéressant parce que Nutri-Score ne dit pas il y a des bons ou des mauvais produits, il dit qu'il faut adapter la fréquence en fonction de la note. Et donc les gens ont choisi beaucoup plus A et B, un peu D, ça oriente la consommation, dans une visée santé, et on veut étendre cette vision. On a su le faire sur le Nutri-Score et il va évoluer pour encore se parfaire. On pense qu'il faut faire exactement la même chose sur l'origine parce qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant la pandémie, produire localement, ça a du sens pour des raisons environnementales, ça a aussi du sens pour pouvoir avoir de la sécurité alimentaire demain. Quand on entend aujourd'hui les éleveurs laitiers, ils disent que si on continue la courbe actuelle de transmission des exploitations, dans 10 ans, il n'y a plus de lait produit sur le territoire français. Nous, on estime qu'on a le pouvoir et le devoir de changer ça, mais pour le faire, il faut que les consommateurs puissent avoir accès à cette information et qu'ils puissent choisir en conscience. Il faut bien comprendre que le socle de la réglementation européenne, de toute réglementation alimentaire, c'est la transparence. Et donc, effectivement, il y a énormément de règlements sur l'information. Mais dans la réalité, si Yuka a rencontré un tel succès, c'est qu'il y a bien un problème de compréhension de cette information. Qui va ouvrir des boîtes d'œufs pour regarder le code de l'œuf, pour comprendre son mode d'agriculture et d'où il vient 0 FR, 1 DE, etc. C'est incompréhensible sur un tampon vétérinaire. Alors oui, il y a écrit FR, mais qui va aller regarder un tampon vétérinaire sur un produit animal voilà. Et c'est vrai qu'on a découvert, il n'y a pas très longtemps, les Français ont découvert que la moutarde de Dijon ne venait pas de Dijon, que l'huile de tournesol venait d'Ukraine. C'est un sujet quand même. Donc l'information, on a l'illusion qu'elle est présente par le règlement, mais en fait le règlement ne la rend pas du tout accessible. Et d'ailleurs, si on a plus de 400 signes de qualité aujourd'hui, vous avez vu la profusion des labels depuis 2 ans, c'est bien qu'à un moment, il y a un trou dans la raquette et que tout le monde, du coup, il va un peu avec sa petite mention, son petit label. Donc il faut sortir de ça parce que cette illusion de l'information, en fait, elle pénalise réellement l'orientation que les Français veulent donner à leurs achats. Oui, finalement, on se retrouve démuni face aux produits qu'on veut acheter et on n'arrive plus à identifier si c'est un produit alors qui est sain ou pas, éventuellement avec le Nutri-Score. Mais on a du mal à trouver l'origine du produit, on la cherche, et notamment sur la moutarde. J'avais enregistré un épisode il y a un petit moment avec Élodie des Trois Chouettes qui expliquait justement que les graines de moutarde venaient du Canada et c'était déjà il y a 3 ans, bien avant cette crise. Mais c'est vrai que sans accès à l'information, c'est ce que disait Seb avec l'expérience qu'on a vécue avec notre ami, on peut avoir le sentiment d'avoir bien choisi parce qu'on a vu des choses qui nous ont rassurés sur l'étiquette, mais finalement on n'a pas toute la lecture ou toute la compréhension du produit et on peut être malgré nous complice de quelque chose qui ne nous ressemble pas ou qu'on ne souhaite absolument pas soutenir. Donc pour changer ça, et pour aussi finalement, c'est un deuxième point je pense qui est très important, c'est que donner accès à cette information, ça permet de comparer les produits entre eux et d'aider à choisir. Bien. Mais ça permet aussi, quand même, d'une certaine façon, de valoriser mieux les initiatives les plus engagées, les plus mieux-disantes sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite distorsion de concurrence quand même entre un acteur qui prend des engagements, qui fait les choses différemment, qui du coup impacte sur ses coûts de revient, etc. Et puis un acteur qui fait moins. C'est que d'un côté, vous avez une marque, un emballage, une promesse avec beaucoup de choses écrites. Et puis de l'autre, vous avez un pack totalement épuré qui raconte aucune histoire, qui souvent est porté par une marque emblématique. Et pour les gens, finalement, le produit de gauche, il est plus compliqué que le produit de droite. Ils le choisissent potentiellement moins. Seb avait fait l'exercice sur un de ses produits en faisant la comparaison, en mettant exactement les mêmes mentions sur les 2 produits. Et on voit, ça ne convainc pas tout le monde, mais ça permet aux gens de choisir différemment en ayant accès à l'information. Et ça nous semble vraiment essentiel, parce que sinon, et c'est ce que nous disent parfois certaines marques qui n'ont pas envie de bouger, c'est que les consommateurs ne remontent pas de problème. Sauf que si le sujet il n'est pas sur la table, s'il n'est pas posé, les consommateurs ne le remontent pas. Et l'enjeu, c'est effectivement de poser ça pour aider les consommateurs à choisir, et pour aider aussi les marques à transformer les choses plus facilement, plus rapidement. C'est vraiment l'enjeu pour nous du siècle. Ouais, c'est vraiment pour les marques, je trouve que c'est une opportunité géniale. Parce que ça valorise ce qu'elles vont faire. On est quand même dans un monde, il faut bien se dire qu'on est dans une société qui est un petit peu construite à l'envers. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'ai monté ma boîte, je voulais faire des produits sans pesticides, sans insecticides, sans herbicides et sans additifs de synthèse. Bon. Jusque-là, finalement, quelque chose qui paraît assez normal quand il s'agit de nourrir des enfants.
et ben le cabinet de R&D m'a dit ok, tu vas faire du bio. Et j'ai trouvé drôlement intéressant qu'on se dise tiens, si je décide de nourrir les gens sans chimie, je suis marginalisé. Il faut que je me colle un label. Et donc il faut que je me colle un label qui attire nécessairement des questions, du scepticisme. Il faut que je paye pour ça. Il faut que je me fasse auditer. Il faut que j'ai des coûts d'analyse en plus. Et donc je me dis c'est hyper décourageant. Pourquoi je vais aller m'embêter la vie alors que finalement si je décide de continuer à donner de la chimie aux gens, je vais me soustraire à toutes ces contraintes. Donc la vertu, elle n'est pas récompensée aujourd'hui dans notre société. Et on est, je pense, dans une société qui a besoin de se transformer. Mais c'est pas normal. La normalité devrait être l'absence de chimie. Et je pense que c'est plutôt celui qui en met qui devrait se justifier d'en mettre. On a réussi à construire un modèle inverse qui fait qu'on passe notre vie à se justifier de ne pas mettre de pesticides ou d'additifs dans les produits des enfants. Et je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc la transparence, moi, que je ne mette pas de pesticides ou d'additifs, c'est mon point, mais et je le dis, il n'y a pas de problème, mais celui à côté qui décide d'en mettre fait un autre choix. Je pense que c'est important qu'il le dise, également au même titre que celui qui n'en met pas. Au moins, on sera tous évalués sur les mêmes critères. Et ça valorise vraiment ceux qui décident de faire des efforts. Bien sûr, et c'est justement l'ambition du collectif En Vérité. Donc vous le disiez, il s'adresse aux marques. Comment est-ce que vous allez embarquer les marques ? Quel est votre projet ? Quelle est votre vision pour réussir à opérer cette grande transformation ? Et puis après, on reviendra sur les additifs et ces notions un peu plus compliquées. Le projet, il s'adresse aux marques en priorité, effectivement, parce que c'est elles qui vont être en mesure de porter. Aujourd'hui, on fait beaucoup de critiques au gouvernement sur notamment le fait que les choses n'avancent pas assez vite. Quand on est une marque, on a un tout petit peu plus son destin en main, en tout cas la maîtrise du temps et la maîtrise de la relation avec les consommateurs, puisque les clients votent tous les jours pour nous, etc. Donc notre cible prioritaire, c'est les marques pour que celles qui avancent et qui ont envie de positionner leur offre sur la transformation puissent être davantage visibles et que les gens puissent choisir encore une fois en conscience. Mais on a aussi une cible différente qui est les politiques, parce que aujourd'hui, quand ils écoutent les acteurs de la société civile, ils passent souvent leur temps à entendre des récriminations, des difficultés, à dire c'est pas possible de changer, ça va être compliqué, ça va détruire des emplois, vous comprenez, notre production va pas fonctionner. Et moi, j'en avais fait l'expérience quand j'étais chez Fleury Michon en rencontrant les cabinets de ministres pour venir faire des propositions, notamment sur le Nutri-Score ou sur d'autres sujets, sur l'origine des viandes. Et souvent, les gens ressortaient en disant ça fait du bien d'entendre un industriel qui a envie d'avancer et qui est prêt à suivre une disposition. Eux aussi, ça leur donne du courage pour faire évoluer la réglementation plus rapidement. C'est plus difficile quand on est un politique, qu'on doit défendre l'intérêt général, quand on entend à longueur de journée des gens qui disent ça va pas marcher, d'aller vite. Si, c'est notre pari, on arrive avec ces 60 marques, peut-être 100 demain, à leur dire écoutez, là vous avez 5000 personnes, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires de marques qui sont prêtes à suivre cette réglementation si vous la mettez en place. On espère que ça leur donnera envie et du courage pour aller plus vite. Pour rebondir, je crois que, alors on parle des marques, mais je vais m'élargir encore plus. C'est-à-dire que le sujet de la transparence alimentaire, je crois que c'est vraiment le sujet de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous acteurs de ce qu'on mange, en fait. C'est les politiques, évidemment, qui, je pense, ont une opportunité extraordinaire de se saisir d'un sujet qui est diaboliquement démocratique. Parce qu'on rend le peuple souverain. Il n'y a pas plus belle mission pour un politique que de dire je vais permettre au peuple de voter pour ce qu'il mange. Enfin, on est vraiment dans l'essence même de la politique. Mais il y a aussi, en termes de soutien, on souhaite embarquer les chefs, les professionnels de santé, les institutions, même les assurances ou les mutuelles. Le coût de l'impact climatique, du dérèglement climatique pour les assurances, il est colossal. Le coût de la santé publique pour les mutuelles, il est colossal. D'ailleurs, il y a des mutuelles qui font des campagnes, des campagnes de prévention sur l'alimentation. Et ils ont énormément de moyens, ça leur coûte des milliards. Et je pense qu'effectivement, on peut régler, on peut avancer positivement dans des directions qui leur coûteront moins cher demain. Donc ce sont aussi des soutiens potentiels. Et enfin, les citoyens. Je rêve d'une pétition où on se mobilise tous pour réclamer cette transparence. Après, évidemment, il fallait bien commencer quelque part. Donc on a commencé par les marques, parce que on est quand même les premiers responsables, on est les premiers metteurs en marché. Et puis c'est extrêmement puissant, on est dans un monde où les marques sont toujours bâchées. C'est assez rassurant de se dire que les marques peuvent aussi décider d'agir pour le bien commun. Mais justement, est-ce que le risque, c'est pas uniquement qu'il y ait des marques qui prônent sur leurs emballages sans additifs, sans pesticides, etc., qui s'engagent à vos côtés et que les autres, finalement, se disent non, moi, je vais pas bouger, j'ai pas besoin. Déjà, le fait de voir qu'en l'espace de 4 mois, on passe de 12, les 12 initiales, à plus de 60 aujourd'hui, ça commence à interroger un certain nombre d'acteurs. Et à chaque fois qu'on en parle avec Seb à des marques, on a
retours extrêmement positifs. C'est-à-dire que tout le monde, sur le principe, dit « mais vous avez raison, c'est la direction dans laquelle il faut aller ». Après, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles potentiellement ils n'arrivent pas à le faire tout de suite, ou ils ont besoin de franchir 1 ou 2 étapes de check en interne avant de le faire. Mais on a une liste de candidats à l'adhésion qui est juste incroyable. Et nous, c'est ça qui nous donne de l'énergie. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et on a envie d'encourager ça. Effectivement, d'ouvrir, comme disait Sébastien, le champ à des distributeurs, parce qu'ils sont totalement légitimes aussi pour venir, à des professionnels de santé qui ont aussi besoin de pouvoir orienter leurs patients sur des systèmes simples. Et parce qu'on a tous à gagner, effectivement, à ce que les choses avancent dans ce sens-là. Et juste pour répondre sur les marques, nous, on pose une question super simple aux marques, en fait. Les marques, elles passent leur vie à dire qu'elles sont consumer-centriques. J'adore ce terme, parce que consumer-centrique, c'est vraiment mettre le consommateur au cœur de sa réflexion stratégique. C'est très compliqué d'être consumer-centrique si on commence par mentir à son consommateur. Au lieu de cacher la vérité, ou à l'habiller, ou à la masquer, ou à pas la dire. Nous, la question qu'on pose tout simplement aux acteurs de l'agroalimentaire, c'est est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité à votre client, à votre consommateur? Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans cette relation-là de confiance? Et c'est toujours intéressant de voir comment les marques se positionnent en retour. Nécessairement, elles ne sont pas toutes égales face à cette question. Et pourtant, la question est super simple. Donc, j'espère qu'il y a un moment où on sera suffisamment nombreux pour pouvoir aussi dire à ceux qui ont tardé à onboarder un moment pourquoi à cette question toute simple de confiance, vous avez du mal à y répondre. Enfin, ça challenge quand même quelque chose d'assez profond. C'est une question qu'on ne devrait même pas avoir à poser finalement. On devrait savoir la vérité dès lors qu'on achète un produit alimentaire. Ça vaut pour toute relation humaine, mais c'est vrai qu'on est dans un système qui s'est un petit peu emballé, un système qui, du coup, on est dans, enfin voilà, on a une réglementation qui est complexe. Donc, quand on pond quelque chose, si ça va pas, on va, au lieu de recommencer from scratch, on va repondre un truc qui va le complexifier. On le voit avec les lois Egalim 1, Egalim 2. Ça part d'une super intention, mais à l'arrivée, c'est un millefeuille d'une complexité incroyable et qui est en train de coûter plus cher que l'impact positif que ça voulait avoir. Donc à un moment, voilà, je pense qu'on se retrouve parfois enfermé dans des systèmes et qu'on a du mal à faire évoluer notre mode de pensée. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à déplacer le problème pour le regarder différemment, plutôt que de rester systématiquement dans les croyances qu'on peut avoir. On le voit quand on rencontre les politiques, ils nous renvoient les mêmes croyances limitantes qui empêchent d'avancer. C'est compliqué, on n'y arrivera pas, et l'emploi, et il faut aussi s'occuper des gens qui n'ont pas les moyens. Enfin, alors qu'on règle tous ces sujets par la transparence. Donc voilà, il faut les amener à penser un petit peu différemment le système. Ouais, peut-être un petit point sur les moyens, parce que ce point-là, il est souvent opposé à ceux qui prennent des engagements en disant finalement... l'offre que vous êtes en train de développer, c'est une offre pour les bobos, c'est une offre pour des gens qui ont des moyens, et donc on va, si on suit votre raisonnement, développer une alimentation à 2 vitesses. Mais moi, je pense que ça, c'est un raisonnement qui est terriblement hypocrite, en fait, parce que sous prétexte de vouloir faire une alimentation à bas prix pour des gens qui n'ont pas de moyens, finalement, on s'autorise à dégrader la qualité, et on fait payer ce qu'on ne met pas dans la qualité du produit à l'ensemble de la société et à ces gens-là en particulier. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple du cordon bleu qui, quand on l'achète chez le charcutier, on a une belle escalope, du jambon, du fromage et c'est plutôt gourmand. Quand vous prenez la liste d'ingrédients d'un cordon bleu premier prix, donc l'objectif c'est le coût, et ben vous remplacez la viande par de la fécule de pommes de terre, vous remplacez le fromage par des huiles pour diminuer le coût. Donc ça porte le même nom. Donc, en termes de transparence, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il a l'impression d'acheter un très beau bon produit pour ses enfants. Et en fait, il va acheter un truc, potentiellement en plus avec des additifs pour stabiliser tout ça, parce que quand c'est pas une matière structurée, on en a besoin. Et donc, c'est sa future santé qui va se dégrader. Le coût de ces matières premières peu chères, ça a aussi des implications, on l'a vu sur l'agriculture, où on va serrer les revenus des agriculteurs et on voit à quel point ça cause des drames aujourd'hui. Donc en fait, on fait payer à ces gens-là, sous prétexte de les nourrir pas cher, leurs futurs problèmes de santé. On fait payer à la collectivité le désespoir du monde agricole, la dépollution des eaux pour supprimer toutes les conséquences d'un système super productif. Donc on marche sur la tête en fait. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'alimentation, on va dire engagée, elle n'est pas au juste prix par rapport à une alimentation premier prix qui en fait détruit plus de valeur qu'elle n'en crée. C'est vraiment ça le sujet.
Chan, je t'empêche de poser tes questions, on rebondit là. Non, juste toujours dans une logique de changer de prisme. La vraie question, quand on dit effectivement on peut rien faire parce qu'il faut s'occuper des gens qui n'ont pas les moyens, moi je trouve que c'est une question qui est, comme le dit David, qui est cynique, qui est presque odieuse, parce que ces gens-là déjà ils souffrent, ils sont en galère toute l'année, ils mangent mal et ils ont des problématiques de santé, etc., etc. Et en plus on leur dit on peut rien changer à cause de vous les gars, on va tous aller dans le mur parce que vous êtes là, désolé d'être là. Bon, je trouve que politiquement on peut voir le truc beaucoup plus noblement, en se disant, et moi je le vois au quotidien, et je pense que Jeanne, tu as certainement aussi cette problématique, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les gens qui ont les moyens n'ont pas enclenché la transition. Quand on ouvre le placard des gens qui ont les moyens, et moi je le vois autour de moi, je suis parfois effaré par ce que je trouve dans leur placard, et majoritairement. Et donc je pense qu'on devrait dépositionner le truc en se disant comment est-ce qu'on amène les gens qui ont les moyens à enclencher la transition, parce qu'en plus c'est un formidable relais de croissance. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle de croissance, on a une limite qui est le volume. C'est-à-dire qu'on est contraint par le volume, mais peut-être qu'à iso-volume, en créant cette valeur par la transparence, on va permettre aux gens qui ont les moyens de monter en gamme en termes de valeur et on va créer de la croissance à iso-volume. On va régler un problème, on l'a vécu chez Le Sieur quand on est passé d'un modèle de l'huile de tournesol à l'huile d'olive, à iso-volume, on fait x4 en chiffre d'affaires. Elle est belle l'histoire, tout le monde est content. Et le consommateur en boodling aussi, parce qu'il comprend la valeur ajoutée d'une huile d'olive. Et je pense que on doit se poser cette question par la transparence, on va permettre, et comme disait David, on l'a testé nous sur certains produits, quand les gens ont l'information et les moyens, ça devient hyper culpabilisant de donner de la cochonnerie à ses enfants. Donc je change, donc je paye un petit peu plus cher, sans attendre que l'inflation me tombe dessus, je le fais de moi-même, je paye un peu plus cher, je crée de la valeur sur le marché, et je crée tout un tas d'externalités positives. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans une forme d'impôt juste par l'alimentation qui permet d'enclencher un système vertueux par des effets d'économie d'échelle qui profitera au tiers suivant, qui avait un peu moins les moyens, qui va enclencher sa transition et qui profitera in fine à ceux qui n'avaient pas les moyens et qui vont mieux manger au même prix. Donc voilà, donc je pense qu'il faut prendre le truc différemment. Au lieu de se concentrer sur les gens qui n'ont pas les moyens, challengeons plutôt ceux qui ont les moyens. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. En préparant cette interview, j'ai lu qu'en moyenne, bien sûr c'est une moyenne, mais les Français ingèrent environ 4 kilos d'additifs par an. Alors personnellement, je pense que j'aurais bien du mal à reconnaître les additifs sur certaines compos alimentaires. Et je voulais qu'on revienne un peu sur cette notion, déjà peut-être définir ce qu'est un additif, mais aussi pourquoi est-ce qu'on les utilise, depuis quand est-ce qu'on a commencé à les utiliser, est-ce qu'on en a toujours utilisé, et voilà un peu comment ça s'est enclenché et comment le monde agroalimentaire finalement en est venu à les utiliser à outrance. En fait, dans la réglementation européenne, il y a 330 additifs qui sont autorisés. Ils ont plusieurs fonctions. La fonction la plus fréquente, c'est une fonction de conservation. D'accord. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le miroir aussi des choix de consommation qu'on a fait depuis 50 ans. Tu disais avant, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, ça paraît normal à tout à chacun que, par exemple, un paquet de jambon, on puisse le conserver 28 jours dans son frigo. Si vous achetez 4 tranches de jambon chez votre charcutier, vous n'allez jamais les conserver 28 jours dans votre frigo. Pour réussir cette prouesse qui est devenue une forme de standard, il n'y a pas de magie. Il faut trouver des produits qui vont permettre de conserver, a priori sans altérer la santé, mais c'est la fonction la plus répandue dans l'alimentaire, c'est la conservation pour faire en sorte de garantir la sécurité alimentaire. Donc c'est ça qui a majoritairement emporté cette première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui sont aussi majoritairement répandus, c'est les arômes qui vont permettre de flatter le goût du produit, qui vont permettre de lisser aussi tout au long de l'année le goût d'un produit pour qu'il ait le même goût toute l'année. Quand on achète des fraises en début de saison, elles n'ont pas le même goût qu'au cœur de la saison. Si vous faites un yaourt aux fraises et que vous utilisez ces produits-là, vous allez avoir des goûts différents. Le consommateur peut ne pas le comprendre. En tout cas, si on ne lui explique pas, il ne le comprendra pas. Et du coup, il va demander un produit équivalent toute l'année. Et sous prétexte de cette demande consommateur, les marques vont utiliser des arômes. Donc, c'est les deux très, très grandes fonctions, la conservation et l'aromatisation, qui ont amené à l'utilisation de ces additifs. Chaque additif, bien sûr, il est hyper contrôlé en soi. Il y a eu des définitions sur les quantités maximum à consommer. Il y a des études qui sont faites en Europe beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Bon, et ce dont on se rend compte en revanche aujourd'hui, c'est que les prendre un par un, finalement, ça n'a pas énormément de sens. Les scientifiques commencent à dire, c'est l'effet cocktail
donc l'effet de la consommation de plusieurs produits qui contiennent plusieurs additifs, qui va poser un problème de santé, et on commence à avoir des études qui le démontrent. Donc, pour aider encore une fois les gens à choisir en conscience, ça nous paraît fondamental sur un sujet qui est un vrai sujet de santé publique déjà aujourd'hui, mais qui va être de plus en plus important demain, qu'ils puissent choisir un produit en fonction, de manière très transparente, de la liste des additifs qui sont présents. Encore une fois, sur le packaging, quand vous retournez un packaging, c'est visible. Mais ça porte des noms barbares, genre E494 ou maltodextrine, etc. C'est difficile, si on n'a pas fait des études très poussées, de savoir ce qu'on mange vraiment. Et donc, l'enjeu, c'est de poser ça de manière beaucoup plus claire. Le sujet des additifs est fondamental. Et puis, juste derrière, il y a les produits ultra transformés, qui sont aussi des simplifications de produits type farine, par exemple. On la découpe en plusieurs molécules pour avoir uniquement ce qui nous paraît le plus efficace dans la recette. On se rend compte aujourd'hui que certains produits ultra transformés comme ça ont des impacts sur la santé parce que notre corps ne le reconnaît pas de la même façon qu'un produit classique. Et ça, c'est pas non plus très visible sur un emballage. Donc ça fait vraiment partie des sujets qu'on souhaite porter. Sur les additifs, tu disais 4 kilos par an, ça fait un peu froid dans le dos. Et les additifs, comme disait David, il y a effectivement les conservateurs, les arômes, il y a les texturants, émulsifiants, etc. Donc il y a une longue liste, 330. Et il y en a autant aussi parce que l'industrie s'est rendu compte que, moi j'aime bien l'additif, c'est un peu le glaçon du barman. Plus je te mets de glaçon, moins je te mets de produits. Bon, voilà, l'additif, il vient toujours un petit peu en substitution d'un aliment. Il n'est pas là par hasard. Donc, si je te mets de l'arôme, c'est que je t'ai pas mis du fruit. Donc, évidemment que c'est hyper rentable, mais je vais te rajouter de l'eau, puis l'eau, ça coûte rien. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit nourrir les gens ? Moi, j'ai fait un autre choix, mais la question est pas tant est-ce que c'est comme ça qu'on doit nourrir les gens. La question est c'est que les gens doivent décider par eux-mêmes de est-ce que c'est comme ça qu'ils veulent se nourrir. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas la capacité. Donc, 4 kilos par an, c'est quand même colossal. C'est-à-dire que si je te mets 4 kilos devant toi d'additifs et que je te dis vas-y banco et t'en manges plus de l'année, ça va faire mal, ça va piquer. Mais au-delà de ça inclut pas non plus ce qu'on appelle les carry-over potentiellement, donc qui sont des additifs dans les produits intermédiaires et qui ne sont pas nécessairement reportés sur les packaging, les auxiliaires technologiques, donc qui contribuent à l'ultra-transformation. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le process, voilà, et qui se retrouvent dans nos assiettes, dans nos organismes, dans ceux de nos enfants. Et le sujet, très simplement, ça doit être de se dire à un moment, si ça fait la fortune de l'industriel, on peut l'entendre. Moi, j'ai aucun problème, mais si tu prends l'argent et que tu améliores ta rentabilité, le minimum, c'est de le dire aux gens. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la planète, sa santé, etc. etc. Donc l'additif, en soi, on en aura probablement pour certains toujours besoin, mais il y a un moment, on doit en informer le conso pour qu'il décide. Et c'est un vrai levier de transformation de l'information. Je prends l'exemple des nitrites que David connaît super bien, évidemment. C'est pas normal que ce soit les jambons qui n'ont pas de nitrites qui le précisent. Sans doute que les jambons, tu me dis si je me trompe, mais c'est majoritairement mangé par les enfants quand même. Beaucoup. Donc on est dans un truc où quand je te mets des nitrites, je te le dis pas. Alors que ce soit cancérogène probable, comme le dit l'OMS ou pas, c'est même plus le sujet. Je te le dis pas. Par contre, si je t'en mets plus, je te le dis. Moi, je serais curieux de voir demain des jambons qui, au même titre que ceux qui n'en mettent pas, affichent qu'ils contiennent des nitrites. Et je suis absolument convaincu qu'en 2 ans, l'industrie s'est transformée, qu'on a trouvé des solutions. On l'a vu avec Yuka, quand les additifs commencent un peu à remonter, les industriels trouvent des solutions. L'industriel a une capacité extraordinaire de transformer ses recettes. Il a les équipes, il a les savoir-faire, il sait faire. C'est juste qu'effectivement, il faut accepter un compromis au début de rentabilité, il faut accepter d'être un petit peu challengé, il faut accepter un tout petit peu de complexité. Mais on sait faire. Donc voilà. Donc l'additif, oui ou non, c'est pas le débat. L'additif en conscience, je crois que c'est vraiment le débat. Oui, l'enjeu, c'est ça, c'est de remobiliser l'intelligence des équipes, parce que je suis d'accord, elle est là. Il y a vraiment beaucoup de savoir-faire, et on l'a vu avec Nutri-Score, à partir du moment où la note, il suffisait de pas grand-chose pour la faire changer, ça remobilise les gens. Donc l'enjeu, c'est effectivement là-dessus, on le voit aujourd'hui sur des expérimentations sur l'affichage environnemental, qui est aussi un de nos sujets, comme le Planet Score et l'Eco-Score, qui sont aujourd'hui en expérimentation. Quand les équipes s'emparent de ces sujets, elles arrivent de manière très opérationnelle à trouver des solutions. Donc ça veut dire que c'est non seulement un outil pertinent d'information, mais c'est aussi un outil de transformation extrêmement pertinent pour les équipes. Et ça valorise les efforts, ça valorise les réussites, et ça tire tout le monde vers le haut. Toi, tu l'as expérimenté chez Fleury Michon notamment ? Sur le Nutri-Score, c'était fantastique. On avait une direction de la nutrition
qui avait travaillé depuis 10 ans sur ce sujet-là. Petit à petit, étape par étape, il y a eu 2 vertus. La première vertu, c'est que c'est un tiers de confiance extérieur, le Nutri-Score, qui est venu raconter où en étaient les produits Fleury Michon. C'est tout à fait différent. C'est quand un industriel autoproclame qu'il est en train de faire quelque chose de bien, tout le monde peut avoir des doutes. Quand c'est un tiers de confiance qui vient le dire, ça change tout. Donc là, effectivement, les produits se sont retrouvés majoritairement A et B, et les gens étaient plutôt surpris, notamment sur les plats cuisinés. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle avait du mal à faire bouger une dizaine de recettes qui étaient un peu plus compliquées que les autres, parce que les équipes disaient là, ça va être soit plus coûteux, soit plus compliqué, soit on n'a pas encore trouvé l'ingrédient. Et bien finalement, quand le Nutri-Score est sorti, que ces produits étaient C et qu'il manquait vraiment pas grand-chose pour passer à B, et bien d'un seul coup, remobilisation d'intelligence et d'énergie, et ces produits sont passés en B en quelques semaines. Donc c'est génial ce type de dispositif, parce que ça met tout le monde dans une dynamique de progrès, ça met tout le monde dans une dynamique d'innovation, et c'est ça dont on a besoin pour réussir à transformer en profondeur. C'est assez inspirant. On reviendra à la fin de l'épisode sur les 4 socles de vérité que vous voulez mettre en avant et sur lesquels vous vous appuyez avec le collectif. J'avais une dernière question sur les lobbies. Dans le monde agroalimentaire, vous ne seriez pas les premiers à être visés, j'imagine. Yuka avait notamment été poursuivi en justice par, je ne sais plus quelle... Par la Fédération des charcutiers. Fédération des charcutiers, c'est ça. Comment est-ce que vous pouvez imaginer, vous, discuter, échanger avec ces lobbies? Sont-ils aussi puissants qu'on le dit? Voilà, il y a beaucoup de débats et de flou, finalement, autour de ce sujet. Nous, on échange avec tout le monde. On souhaite échanger avec tout le monde parce que c'est un sujet d'intérêt général qui concerne tout le monde. La seule exigence qu'on pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à dire en toute transparence ce que vous faites? Est-ce qu'on peut juste repréciser les lobbies dans le monde agroalimentaire? Tu peux nous donner quelques exemples peut-être pour les auditeurs et les auditrices? Il y a des fédérations qui regroupent des savoir-faire, comme par exemple celui des charcutiers, des boissons, etc. Il y a des groupes d'intérêt sur des sujets... à chaque fois, finalement, qu'il y a un sujet à défendre, il peut y avoir un groupe d'intérêt qui se crée. Bon, le gros levier d'influence, il est porté aujourd'hui par les fédérations parce que, presque d'un point de vue représentativité, elles doivent fédérer la position de toute une branche, et pour des gouvernements qui doivent légiférer ou faire évoluer des secteurs, c'est très important de pouvoir avoir un avis consolidé plutôt que d'essayer de prendre l'avis de 90 ou 150 000 sociétés les unes à côté des autres. Donc elles ont un rôle extrêmement important, comme peuvent l'avoir les syndicats, comme peuvent l'avoir différentes corps intermédiaires, comme on les appelle, et chacun œuvre pour défendre ses positions. La difficulté d'une fédération, ce que je disais tout à l'heure, elle doit défendre à la fois les plus progressistes et les plus, on va dire, en difficulté des adhérents. Donc la tentation d'une fédération, c'est de prendre une position au milieu, donc un peu mou du genou, et dans l'époque qu'on est en train de traverser, où on sait qu'on a 3 ans pour inverser la tendance sur les sujets du gaz à effet de serre, pour prendre que cet exemple-là, et qu'on a besoin d'accélérer la transformation, il y a des sujets de résilience alimentaire, d'autonomie des territoires, etc. Mou du genou, ça marche pas. Donc nous, on assume d'être un lobby aussi, mais un lobby vraiment positif, d'intérêt général, pour poser un principe, et on discute avec tout le monde sur ce principe. Est-ce que vous êtes d'accord pour, quelle que soit la décision que vous preniez, l'expliquer en transparence à vos publics? Il y a eu un excellent film d'ailleurs à ce sujet récemment au cinéma, Goliath, ouais, qui était passionnant et que je recommande vivement de visionner. Passionnant et glaçant. Ouais. Pour terminer, j'aurais vraiment aimé qu'on récapitule. Alors, vous en avez parlé, mais les 4 vérités sur lesquelles vous appuyez votre combat, on s'est pas mal attardé sur l'origine, sur les additifs, mais il y a 2 autres vérités qu'on a. La valeur nutritionnelle aussi, on en a parlé. On n'a pas tellement parlé du type d'agriculture. Pourtant, je pense que c'est une des vérités sur lesquelles vous voulez vous appuyer. Donc, est-ce qu'on pourrait un peu étayer à ce propos? Juste pour faire une toute petite aparté back sur l'origine, j'ai entendu notre président Emmanuel Macron déclarer il n'y a pas très longtemps il faut qu'on achète français, parce que il faut bien qu'on ait conscience que quand on fait ce choix-là, on crée notre souveraineté alimentaire, notre résilience, on soutient nos paysans, on remet des paysans dans les campagnes. Les paysans, c'est 1 million de paysans en moins en 30 ans quand même, donc c'est colossal. David disait que peut-être que dans 30 ans, on n'aura plus d'éleveurs.
laitiers, c'est un sujet. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec l'injonction d'Emmanuel Macron, consommons français. Enfin, pour consommer français, à un moment, il faut avoir l'information. Et on en revient toujours à ce sujet-là, qui est de dire, quand les gens pensent qu'en achetant de la moutarde de Dijon, ils achètent de la moutarde de Dijon, on n'aide pas du tout les paysans français. Donc évidemment que là, j'appelle le président de la République à être cohérent avec son injonction et à donner aux Français la capacité sur l'origine de faire des choix judicieux et en conscience. Pour revenir sur le type d'agriculture, c'est le 4e pilier. Évidemment que je crois que c'est toi qui disais en préambule que l'agroalimentaire, c'était 30% des émissions de CO2. Donc, on a un impact qui est colossal. C'est les émissions de CO2, mais c'est aussi la pollution des nappes phréatiques. C'est aussi le bien-être animal. C'est aussi l'érosion des sols, les inondations en vallée parce que les sols ne peuvent plus absorber l'eau. Donc, c'est des sujets environnementaux extrêmement sérieux qu'on a adressés. Donc, le sujet environnemental, pour nous, c'est un pilier, et c'est un de nos 4 piliers, et c'est un pilier qui est sous une grosse actualité actuellement au niveau européen, puisque l'Europe a demandé à la France d'avancer sur un étiquetage harmonisé, unique et obligatoire sur les emballages. Donc on est totalement fan du truc, et je pense que là on s'empare d'un vrai bon sujet. De manière un peu rigolote, je dirais qu'on commence pas toujours par les bons sujets. Je pense à l'étiquetage obligatoire depuis le début de l'année sur les consignes de tri. Vous avez peut-être vu qu'on est obligé maintenant sur tous les emballages d'avoir une consigne de tri très chartée. C'est super, mais ça démontre qu'on est capable de mettre en place un étiquetage harmonisé sur tous les produits. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'on commence par éduquer les gens sur comment nourrir leurs poubelles avant de les éduquer sur comment nourrir leurs enfants. Peut-être un petit sujet quand même à un moment à avancer. Il faut remettre les priorités dans le bon sens. L'étiquetage environnemental, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, au sein du collectif, alors nous, on a besoin de se positionner assez clairement sur le sujet. Il y a plusieurs référentiels qui sont à l'étude. Il y a l'EcoScore, il y a le Planet Score. Donc nous, il faut qu'on arrive à se positionner de manière assez claire sur le sujet. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'aller demander finalement aux Français ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être des techniciens du référentiel. La technique, on saura la trouver, elle existe, il n'y a pas de sujet. Mais ce qui nous intéresse, c'est toujours comment est-ce que l'information permet aux Français d'orienter son choix en conscience. Donc pour ça, on va financer une grosse étude d'analyse des attentes des Français en matière d'impact environnemental. Voilà, quels sont les leviers, et même par catégorie socio-professionnelle, quels sont les leviers qui déclenchent et qui orientent un choix au moment d'acheter son produit. Donc c'est une étude qui va démarrer très prochainement, et dont la restitution se fera d'ici 2 mois. Et ça nous permettra très concrètement déjà d'identifier les attentes des Français et de voir aussi in situ, dans le cadre de l'étude, quels sont les référentiels existants qui répondent le mieux à ces attentes-là. Donc on n'est pas pour une partie pris d'un modèle ou d'un autre, on veut juste que le référentiel qui sorte, on-pack, soit un référentiel qui adresse les vrais sujets. On l'a vu avec le Nutri-Score, ça fonctionne. Un enfant de 9 ans comprend le Nutri-Score. L'exécution est efficace. Et si l'exécution n'est pas efficace et si on n'est pas sur les bons sujets, cet étiquetage environnemental, il sera contesté, il ne sera pas crédible parce que les Français ne comprendront pas certaines notations, et il perdra complètement son potentiel d'influence. Donc nous, notre job, c'est de s'assurer qu'on est sur les bons sujets. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. Si les auditeurs et les auditrices veulent suivre le travail que vous faites avec le collectif En Vérité, où est-ce qu'on les envoie ? Il y a un site internet pour commencer, et puis des réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, où on partage toutes les actualités, on fait remonter des informations sur les évolutions, les initiatives vertueuses, etc. Et je sais qu'il y a parmi les auditeurs et les auditrices beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entreprises aussi. Si elles souhaitent rejoindre le collectif, c'est pareil, tout est indiqué sur le site. Il y a une page de contact sur le site, et sinon vous pouvez contacter Sébastien, moi, n'importe quel membre de l'association pour avancer. On sera très heureux d'échanger. Alors le site, c'est www.en-vérité.fr, assez simplement. Donc évidemment, s'il y a des acteurs qui, après ce podcast, sont convaincus que la transparence peut être un vrai levier de performance et d'impact, qu'ils n'hésitent pas évidemment à nous solliciter, soit via le site, soit en direct sur nos pages LinkedIn respectives. Génial. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.